Mardi 19 mars 2024, Francis Ngannou est revenu sur sa défaite face à Anthony Joshua, Sharafutdin Magomedov donne de ses nouvelles, Michael Chandler perd-il son temps à attendre Conor McGregor? On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et Francis Ngannou l'assure, hein, son camp d'entraînement en vue de son combat contre Anthony Joshua s'est très bien passé. Il n'y a rien à modifier, il n'y a rien qu'il aurait pu faire en plus ou en moins ou changer. C'était juste pas son soir, il le dit, je sais pas, la sensation était bizarre. Il y a toujours de la nervosité, il y a toujours du stress. Mais ce soir-là, c'était très étrange. Et par exemple, hein, le coup qu'il prend au premier round et qu'il l'envoie au tapis, il dit c'est le genre de coup que j'ai déjà pris à l'entraînement, qui ne me fait pas tomber, mais ce soir-là, ça m'a fait tomber. Je me suis dit, bon, allez, c'est rien, je vais me remettre dedans, je vais me relever. Et puis finalement, ça s'est pas bien passé. Il dit là, j'ai aucun souvenir à partir du moment où je quitte mon coin au début du deuxième round, jusqu'à ce que le médecin soit devant moi. Il n'y a pas de souvenir, donc il dit qu'il n'a pas de problème au cerveau, qu'il a passé des examens, etc. Bon, moi je pense quand même que le coup y est pour quelque chose, hein, s'il y a une petite perte de mémoire comme ça. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Lui il dit que non, dit que c'est juste que c'était pas son soir, qu'il n'était pas dans un bon jour, etc. On lui a demandé si le fait que le combat ait eu lieu à 3 h du matin a pu jouer là-dedans. Et il dit non, c'est pas une excuse, il était aussi 3 h du matin pour Anthony Joshua. Il y a juste une petite chose qui l'a un peu énervé. Il dit voilà, moi on m'a fait venir à 22 h 30 à la salle, donc à la salle de spectacle, hein, dans le stade. Je suis venu à 22 h 30 et à 1 h du matin, on m'apprend que Anthony Joshua n'est toujours pas là. Et il dit toute la semaine, dès qu'on avait des rendez-vous, Joshua arrivait toujours en retard. Et mon entraîneur, ça l'énervait. Il me disait, ouais, ils font ça pour t'énerver. Ils font ça pour te faire sortir de ton combat. Et moi, je me disais, ouais, non, c'est rien, c'est le hasard. Il dit, mais là, le soir du combat, j'ai trouvé ça un peu gros quand même. Et alors là, ceux qui connaissent les sports de combat, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez, c'est vieux comme le monde pour déstabiliser l'adversaire, changer les horaires. Même au niveau amateur, quand il n'y a rien à gagner, la classe B en pied-point, on appelait ça la classe B, c'est les mecs qui travaillent toute la semaine, qui vont faire de la boxe le week-end. Le truc de changer l'horaire du combat, c'est ultra connu. Souvent les compétitions, on fait un petit aparté, hein, t'arrives le matin entre 9 et 10 h, tu te fais peser, et il y a des combats de 10 h à, je sais pas, 17 h 30, 18 h, hein, quand tu fais des championnats régionaux ou nationaux. Et bizarrement, tu vas combattre dans une ville, je sais pas, je dis n'importe quoi, à Rennes. Tu tombes contre un mec de Rennes, on dit ah, ton combat il est à 16 h. Tu vas manger à midi et puis d'un seul coup à 13 h 15. En fait, ton combat il a changé, tu combats là dans 5 minutes. L'autre, bizarrement, il est déjà échauffé, il n'y a pas de souci. Et toi, t'arrives, t'es en galère. C'est quelque chose d'ultra connu. Les anciens, quand ils te parlent de boxe, ils te racontent toujours des histoires de ce genre-là, même au haut niveau. Et comme quoi ça existe encore maintenant. Et on lui a demandé du coup quelle était la suite pour lui. Est-ce qu'il voulait aller en MMA? Est-ce qu'il voulait rester en boxe? Là, on sent que voilà, il laisse planer le doute. Il doit y avoir des négociations qui se font. Il dit ouais, je sais pas. Je vais attendre de voir ce que ça va donner. Il dit il y avait Tyson Fury. J'ai vu qu'il tweetait beaucoup. Voilà, je pense que peut-être refaire un combat contre Fury, ça peut être une bonne chose. Là, je me donne un mois avant de retourner à l'entraînement. Et puis on lui a dit ouais, t'étais présent lors de la soirée PFL contre Bellator. Ça a surpris tout le monde le fait que tu montes pas dans la cage à la fin. Est-ce que c'est parce que t'as été quelque chose ne t'a pas plu ou quoi? Et il dit non, moi juste j'étais là-bas par moi-même. Hein. Il dit j'étais là, la soirée s'est terminée, personne m'a dit de monter dans la cage. Bon bah je suis rentré chez moi. Donc c'est assez drôle. Il dit ouais, moi j'aurais cru qu'il y avait, moi personnellement j'aurais cru que quelque chose avait été organisé, mais non, pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas vu à la fin faire le face-off avec Ferreira. On retourne maintenant à l'UFC et on a demandé à Umar Nurmagomedov s'il pensait que la lutte de Sean O'Malley pouvait être une surprise, un peu comme Conor McGregor. Pendant des années, McGregor, on a dit ouais, c'est juste un striker. Et puis quand on l'a vu dans des phases de lutte, hein, même contre Khabib, il y en a beaucoup, même ceux qui n'aiment pas McGregor, qui disent ouais, honnêtement, il nous a surpris. Ça a été un peu plus dur pour Khabib que ce que ça avait été pour les autres. Et il dit ouais, moi je pense pas. Il dit tu vois, Sean O'Malley, je l'ai vu se faire mettre au sol par Petr Yan, donc je pense pas qu'il soit si bon que ça en lutte. En plus, il peut dire qu'il bosse la lutte avec des gros lutteurs, etc. Mais la lutte en MMA, c'est totalement différent. Regarde ce que Merab a fait à Cejudo. Et c'est pas faux, Cejudo, c'est lui le champion olympique, c'est pas Merab. Et pourtant, Merab l'a dominé. Et il dit bah oui, parce qu'en MMA, tu prends des coups, la fatigue n'est pas la même, etc. Donc il peut bosser la lutte autant qu'il veut, faut qu'il bosse la lutte mixée au MMA. Et puis dans la catégorie, il pense que le combat le plus dur pour lui, c'est Sandhagen, parce que c'est un combattant très intelligent, très complet, et qui arriverait très certainement avec un game plan bien ficelé. Il y en a beaucoup qui m'avaient dit que Chimaev maintenant s'entraînait à Dubaï, et j'ai vu une interview de lui, hein, donc il confirme, il s'entraîne maintenant à Dubaï. Il y a beaucoup de Russes là-bas, donc il se sent un petit peu à la maison. Et il dit surtout, comme c'est une nouvelle place, il y a beaucoup de mecs qui viennent du monde entier qui veulent voir comment ça se passe. Donc j'ai beaucoup de choix de sparring partners et des sparring partners de qualité.
Alors écoutez, moi, vous savez, je pense souvent qu'il te faut quand même une équipe autour de toi, une routine, surtout quand tu rentres en camp d'entraînement, que tu as tes coachs, que tu es ton clan, tes sparring partners que tu aimes, etc. Surtout quand tu arrives à son niveau à lui, Shimef, il est plus à un niveau où voilà, il peut quitter son pays, aller faire un camp d'entraînement aux États-Unis, essayer de trouver une nouvelle team, etc. Là, je pense qu'il arrive à un niveau où il faut un petit noyau autour de lui. Après, bon, peut-être que je me trompe, hein, c'est lui le champion, mais j'ai quand même été assez surpris de ça. Je pensais qu'il vivait à Dubaï et qu'il rentrait en Suède pour ses camps d'entraînement. Il semblerait que ce soit pas le cas, ça peut encore changer d'ici là. On a demandé à Michael Chandler quand est-ce qu'il allait revenir dans l'octogone, hein, mais tout dépend de Conor McGregor, vous le savez. Il a dit que ça sentait bon pour le mois de juin, et il a aussi dit que suite à sa carrière, quand ça sera le moment de raccrocher les gants, il deviendrait jamais coach. Il dit ouais, j'ai beaucoup aimé faire le coach pour le tough, c'était cool, mais moi je suis pas fait pour ça, je suis pas fait pour être coach, je suis plutôt fait pour être un combattant. Il va commencer son camp d'entraînement le 1er avril, il dit là ça fait 1 an, je m'entraîne beaucoup, mais voilà, je sens que je progresse, mais je suis pas en camp d'entraînement à proprement parler, mais là le 1er avril, je sens que ça va être le début de mon camp. Et puis c'est assez drôle parce que hier je vous ai parlé d'Islam Makhachev et Islam Makhachev dans son interview il disait ouais, Chandler il perd son temps, faut qu'il aille combattre d'autres mecs, il est plus tout jeune, faut qu'il aille faire de l'argent contre d'autres gars. Et puis si Conor McGregor revient, il dit ouais, je suis sûr que Chandler tous les soirs quand il se couche il pense qu'il y a une seule chose, c'est son combat contre Conor McGregor. Et Chandler lui a répondu ouais, merci pour ton avis mais je t'ai rien demandé, t'inquiète pas, je dors très bien la nuit, j'ai des plans pour Conor McGregor mais toi aussi tu fais partie de mes plans. Bon, je sais pas si Chandler et Makhachev vont s'affronter un jour, la réponse est bonne, mais ce qu'a dit Makhachev, je trouve que c'est pas totalement faux. Et puis dans l'interview, il le dit aussi, moi j'aimerais bien combattre Conor, et puis ensuite prendre Islam Makhachev, moi je pense que c'est un peu prématuré, ou Diaz, Ned Diaz, je sais pas si ça reviendra à l'UFC, on en a parlé hier, et faire partie de l'événement à la Sphère au mois de septembre. Bon, ça va être un gros événement, je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui veulent en faire partie, et il a aussi confié qu'il avait gagné le million de dollars en une année sans combattre. Alors il a beaucoup de choses, hein, je crois qu'il a des investissements immobiliers, il a lancé une marque d'alcool aussi, donc écoutez, tant mieux pour lui. Petroyan est blessé, c'est les croisés du genou, c'est le ménisque et c'est l'aine. Donc va falloir faire une opération, c'est quand même une grosse opération, une grosse blessure. J'espère qu'il reviendra, il s'est remis dans la course à la ceinture hein, là, en battant Song Yadong. J'espère que ça va pas être un coup d'arrêt à sa carrière. Conor McGregor, lui, explique que ce serait bien pour lui de revenir le 29 juin et ensuite de combattre à la Sphère. Bon, il a les mêmes plans que Chandler, visiblement. Mais il dit, je sais pas, parce que l'UFC ne m'a parlé de rien, il n'y a rien qui se fait. Et son coach, encore hier soir, il est invité d'Ariel Helwani, il a dit, ouais, c'est bizarre, je comprends pas. Quand t'as une superstar comme Conor McGregor et que tu ne lui donnes aucune possibilité, il y a quelque chose qui va pas. Faut savoir que Conor McGregor, quand il a fait ses débuts au cinéma là pour Roadhouse, il semblerait que ce soit l'acteur le mieux payé pour son premier rôle. C'est la première fois qu'on le voit au cinéma et apparemment il prend un chèque de dingue, il bat un record. Donc bon, lui aussi, il a fait de l'argent et je pense un peu plus que Chandler. Sinon, on a Paddy Pimblett qui nous dit que son prochain combat, il veut avoir Moni Moicano, donc Renato Moicano. Il dit ouais, je viens pour toi, petite saucisse. Et Renato Moicano lui a répondu quelque chose de très intelligent. Il dit Paddy Pimblett, c'est toujours un mec dur quand t'as déjà un combat de bouquet. C'est vrai, là, on apprend que Moicano a un combat prévu à l'UFC 300. Paddy Pimblett dit je veux prendre Renato Moicano. Il arrive peut-être un peu tard. Et puis après, il dit ouais, nos grands-parents, leurs héros, c'était des militaires. Nos parents, leurs héros, c'était des athlètes de haut niveau. Et puis notre génération, leurs héros, c'est des clowns. Bon, bah, voilà, petit moment philosophique. On a Sharafudin Magomedov, il croit dur comme fer que son prochain combat sera en Arabie Saoudite. Il dit ouais, j'en entends de plus en plus parler, je pense que ce sera là-bas. J'ai l'impression que c'est dur pour tous ces combattants d'avoir des visas pour les États-Unis. Vous êtes nombreux à m'en avoir parlé en commentaire. C'est quelque chose que je vois de plus en plus passer sur les réseaux sociaux. Après, je peux comprendre que l'UFC veut garder aussi ses combattants musulmans des grosses têtes d'affiche pour combattre en Arabie Saoudite. On sait que ça compte beaucoup pour eux. Et puis s'il s'entraîne en Russie, bon bah il est plus proche de chez lui. Mais maintenant le visa, est-ce que c'est vraiment un problème? Parce qu'il dit qu'il a eu une proposition pour jouer le rôle d'un tueur dans un film. Et qu'apparemment son manager Ali Abdelaziz lui a dit que c'était une très belle opportunité et qu'il devrait se rendre aux États-Unis très prochainement. Donc je sais pas ce que ça va donner pour lui. Sharafudin, ses débuts à l'UFC n'avaient pas été aussi bien que prévu. Hein. On le voyait beaucoup plus fort que ça, on le sentait meilleur. Voilà, il avait gagné quand même, hein, forcément, mais on s'attendait à mieux de sa part. Donc on l'a pas vu depuis le mois d'octobre, je le rappelle. J'espère que ça va venir assez vite. Kamaru Usman, lui, s'est exprimé sur Chimaev. Il dit ouais, dans ta tête, tu t'en fais tout un film, mais en fait, quand tu te retrouves dans la cage avec lui, tu te dis en fait, il n'y a rien de si spécial que ça. Et puis en gros, si j'avais eu un peu plus de temps pour m'entraîner dans le combat, ça aurait sûrement été différent.
Et Chimaev lui a fait la réponse parfaite, je trouve. Il dit ouais, tu parles beaucoup trop, Ousmane. C'est dingue, ces gens qui sont heureux de leur défaite. Et il a pas tort. Moi, je comprends ce que veut dire Ousmane. Il a pas eu le temps de s'entraîner, etc., etc. Maintenant, reste qu'il a perdu. Ok, sur 5 rounds, il aurait peut-être gagné. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui justifient souvent leur défaite. John Jones l'avait dit à Alexander Gustafsson. Gustafsson parlait de son premier combat contre John Jones. Et il disait ouais, j'ai fait ça, j'ai failli faire ça. Et puis John Jones, il dit ouais, mais moi j'ai des excuses pour avoir gagné apparemment, mais toi c'est quoi ton excuse pour avoir perdu en fait? Et je trouve ça assez drôle. Et Chimaev a pas tort sur ce coup-là, même s'il était passé tout proche de se faire punir pendant ce combat. Ensuite, je vous montre des images maintenant. Ilia Topuria qui est arrivé en Géorgie, accueilli comme un héros. Franchement, il n'y a rien à dire. Une superstar. Merab l'avait dit, hein, le MMA c'est en train de monter fort en Géorgie. C'est quasiment aussi populaire que le foot. En tout cas, c'est juste derrière. Et là, on voit que l'accueil était énorme. Apparemment, il y avait 5000 personnes pour l'accueillir. C'est quand même quelque chose. Il y a une vidéo qui tourne de Alex Pereira qui se ferait mettre KO à l'entraînement. Apparemment, c'était très récemment. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si Pereira serait assez fou pour montrer la vidéo, si c'est vraiment arrivé. C'est un vrai KO qui prend, hein. Donc je sais pas, peut-être que c'est une vidéo qui date et puis on nous la montre que maintenant. Sur les réseaux, ils disent que c'est voilà pendant son camp d'entraînement pour cette UFC 300 qui arrive. J'ai un peu du mal à croire quand même que Pereira laisse fuiter ça sur les réseaux, mais écoutez, c'est peut-être une mentalité différente de la nôtre. Et puis Mark Coleman, hein, je vous en parlais la semaine dernière, il était à l'hôpital. Il était sous respirateur artificiel, etc. Et là, il est ressorti, il est déjà à la salle. C'est Matt Brown qui nous partage ça. Franchement, chapeau à lui. Et on a Arman Tsarukyan qui dit « J'ai l'impression que je vais gagner mon combat contre Oliveira, mais que pour Islam Makhachev, c'est mieux d'affronter Poirier parce qu'en gros, je suis plus une menace pour lui. Il a plus de risques à m'affronter moi qu'à affronter Poirier. Par contre, je comprends qu'il va se faire plus d'argent avec Dustin Poirier. Ça, c'est pas faux. Je pense que le combat, Makhachev contre Poirier pour le grand public va être plus vendeur que Makhachev contre Tsarukyan, même si moi, dans la cage, j'ai plutôt envie de voir Tsarukyan que Poirier, même si j'aimerais beaucoup voir Poirier avec la ceinture un jour. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner, ça me soutient toujours, et surtout à en parler autour de vous. Et tout de suite, on passe à la Minute Auditeur. Et je commence avec Jinkoa d'Autriche qui me dit « Concernant Tai Tuivasa, nous avions évoqué son très probable revers la semaine dernière. C'est arrivé, 4e défaite de suite. Comme tu l'as dit, le mec est un favori des foules, donc l'UFC devrait possiblement lui faire une fleur en lui offrant une dernière possibilité de se refaire. Cela dit, je ne serais néanmoins pas étonné que ce dernier le gère avant de le re-signer très rapidement s'il retrouve le chemin du succès dans une ligue mineure. » Pourquoi pas, Tuivasa qui va combattre dans une ligue un peu plus petite, qui peut-être devient champion, met des KO de fou et revient à l'UFC pour une carte en Australie par exemple. Je sais pas, là il y a une carte en Australie, il semblerait qu'il arrive, Robert Whittaker en a parlé, on en parlera demain, donc peut-être qu'ils vont quand même le garder jusque là. Et enfin pour terminer, pour Marcin Tybura, je kifferais le voir affronter Jailton Almeida, comme ça on pourrait voir lequel des deux a le meilleur grappling, et si la rencontre devait rester debout, nous pourrions avoir des réponses quant au niveau technique du Brésilien en stand-up. Ça serait un beau combat, j'y ai pas pensé. Mais ouais, pour Almeida, c'est le moment de se refaire contre un adversaire quand même moins bon que Curtis Blade, hein, sans rien lui envoyer à Tybura, rien lui enlever, pardon. Et puis Tybura, lui, c'est l'occasion d'accrocher un nom, parce que Almeida, il a un petit nom maintenant dans la catégorie. On le voit aller très haut, hein, pourquoi pas. Donc ouais, ça serait une très belle opposition. Ensuite, j'ai The Nashiki qui me dit... quel serait ton pronostic sur un éventuel Jason Jackson contre Cédric Doumbé? Donc Jackson c'est le champion du Bellator, maintenant champion du PFL, qui a appelé Cédric Doumbé. Bah écoute, j'ai encore trop d'inconnus du côté de Cédric Doumbé, donc je vais y aller avec Jackson. Je pense que la raison nous fait y aller avec Jackson. Maintenant Doumbé, il y a trop de choses qu'on n'a pas encore vues, trop de choses qu'on ne sait pas. Il peut peut-être nous surprendre, mais si j'avais un billet à mettre, je te dirais d'aller sur Jackson. Ensuite, il y a Sacha Chichicharin qui me dit, qui me dit 7 ou 8 défenses de ceinture, ça paraît énorme quand même avant de monter, non? Combien l'ont fait? Combien en sont capables? 4 ou 5, comme tu disais avant, aujourd'hui, c'est déjà pas mal, je pense. Oui, parce qu'hier, je disais que pour moi, pour être champion et aller chercher la double ceinture, faut défendre plein de fois, j'ai dit 7 ou 8, et j'avoue, déjà 5 fois, c'est bien. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu aies écrasé la concurrence, comme l'ont fait un peu les GSP, les Anderson Silva, les Demetrius Johnson ou Amanda Nunes. Daniel Cormier, je trouve que c'était un peu le cas aussi, parce que Cormier, il y avait que John Jones qui le battait. Tu vois ce que je veux dire. Après 7 ou 8, c'est peut-être beaucoup, mais moi je pense que ça doit être réservé à une élite. Je sais pas, un combattant tous les 3 ans peut-être, un combattant tous les 4 ans. Faut pas que ce soit monnaie courante, en tout cas selon moi, parce que ça fait perdre du prestige au truc. Maintenant voilà, un combat Makhachev-Edwards, je regarde, un combat, tu vois, ça fait des belles affiches. Mais moi j'ai envie de voir les mecs rincer leur catégorie avant de monter. Ensuite, il y a David Rousseau, et il y en a d'autres qui me l'ont dit. José Aldo est dans le top 3 de mes combattants préférés. Je suis pas du tout chaud pour son retour. J'ai pas envie de le voir se faire rouler dessus par la jeune génération. Ah bah ça, c'est le gros problème.
C'est le gros problème, tu vas mettre un mec qui sort de la retraite contre un jeune affamé, qui a tout à gagner à battre José Aldo, en plus chez lui au Brésil, il va gâcher la fête, il va avoir son nom en haut de l'affiche, tout le monde va en parler, José Aldo qui se fait peut-être mettre KO, je lui souhaite pas, mais c'est toujours le risque. Et ben écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui, c'était une émission courte mais concise, on a appris pas mal de choses, et on se retrouve demain à 17 h, passez une bonne soirée, salut.